Les Ukrainiens en colère contre leur président et continuent de manifester pour protester contre l'éviction de l'ancien ministre de la Défense. Cette crise politique survient alors que pour les Russes, la guerre n'a jamais été aussi concrète. Est-ce que cette valse des généraux fragilise Volodymyr Zelensky? On en débat avec mes invités. Bonsoir Ulrich Bouna. Bonsoir. Analyste géopolitique, Europe centrale, Est, Ukraine. Vous êtes aussi chercheur associé auprès d'Eurocréative. Et nous sommes en direct avec Stéphane Sion. Bonsoir, vous êtes le correspondant du quotidien français Libération à Kiev depuis 12 ans maintenant. Et nous sommes en direct de Moscou avec Jean-Didier Revoin, donc correspondant en Russie de notre partenaire suisse, la RTS. Bonsoir à vous trois. Alors comment comprendre ces changements au plus haut niveau de l'armée ukrainienne? Volodymyr Zelensky a décidé la semaine dernière de limoger le très populaire ex-ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov. Colère des Ukrainiens qui sont descendus dans la rue et qui continuent de le faire malgré le limogeage d'une autre personnalité importante. J'ai décidé que le nouveau commandant en chef des forces armées d'Ukraine serait Mikhailo Drapati. Avec Mikhailo, Levgen Mara et Pavlo Paliza, nous avons déterminé comment devait être renouvelée la configuration de l'état-major général des forces armées d'Ukraine. Le fait est qu'Olexandre Syrsky a obtenu de bons résultats dans la défense de Kiev, lors de l'offensive sur Kharkiv et de l'opération de Koursk. Un chemin considérable a été parcouru. Alors Stéphane Sion, vous qui suivez de près la vie politique ukrainienne, comment expliquer cette valse des hauts gradés ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Volodymyr Zelensky n'est absolument pas un président autoritaire, mais en tout cas, de temps en temps, il a ce qu'on pourrait appeler des poussées jupitériennes, ou en tout cas une volonté de maîtriser les horloges. Il y a également des conseillers qui lui soufflent dans l'oreille, et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces derniers mois, Volodymyr Zelensky a senti la montée en puissance de Mikhailo Fedorov, le jeune ministre de la Défense, âgé de 35 ans, qu'il a nommé il y a à peu près 6 mois. Il faut savoir que Mikhailo Fedorov est le seul ministre en exercice depuis 7 ans. C'est le seul ministre qui a suivi Volodymyr Zelensky depuis 2009, qui ne l'avait jamais critiqué. Mais ce jeune ministre de 35 ans a fait preuve de beaucoup d'énergie, de beaucoup de volonté de réforme dans le domaine de la dronisation de la guerre, mais également une volonté de nettoyer les écuries d'Ogias au ministère de la Défense, ce qui plaisait beaucoup à la population. Et il semble que sa popularité ait commencé à faire de l'ombre à Volodymyr Zelensky, et certains de ses personnages très très proches au niveau de la présidence lui auraient soufflé de limoger ce ministre en faisant un remaniement gouvernemental. Mais en tout cas, cela n'a absolument pas plu à la population. On l'a vu ces derniers jours, qui a manifesté en masse contre le renvoi de Mikhailo Fedorov, dont on ne connaît absolument pas actuellement la position qu'il prendra dans le système gouvernemental. Oui, si on vous comprend bien, peut-être qu'un jour il se présentera à la présidence ukrainienne si on le présente comme un candidat potentiel. C'est vrai que Ulrich Bouna, ce qui frappe, c'est cette mobilisation des Ukrainiens. Ils manifestaient encore hier. Voilà, ils veulent se faire entendre et ils se font entendre. Oui, effectivement, mais je pense que, comme le disait Stéphane Sion, l'Ukraine n'est pas une dictature et sa société civile s'est toujours mobilisée. Quand on remonte même à les révolutions de 2004, 2014, etc., enfin 2013-2014, en fait, on a toujours eu cette mobilisation populaire qui est une façon, en quelque sorte, pour la société civile, même en temps de guerre, de mettre la pression sur l'État lorsque, effectivement, l'État prend une direction qui ne convient pas, en fait, une direction clientéliste, une direction éventuellement aussi de corruption. Donc, on avait déjà vu ça l'an dernier lorsqu'il y avait eu une tentative de mise en quelque sorte sous coupe du parquet anticorruption qui est indépendant. Il y avait les gens étaient descendus dans la rue et ça avait stoppé net en quelque sorte cette tentative de reprise en main par le pouvoir du parquet anticorruption. Et on le revoit cette année avec effectivement non seulement donc une double critique, une critique contre le limogeage de M. Fedorov, mais aussi une critique contre le chef d'état-major ancien désormais, le général Syrsky, puisque lors d'une conférence de presse assez incroyable, M. Fedorov avait directement accusé en fait le général Syrsky d'être responsable aussi en partie de son limogeage. Oui, effectivement, Stéphane Sion, sur cette personnalité, il est présenté comme un boucher, le général Syrsky, effectivement, et puis peut-être un peu trop russe dans son attitude et dans sa stratégie, c'est le cas ?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux protagonistes de cette histoire ont des âges totalement différents. Mikhailo Fedorov, le jeune réformateur, a 35 ans et Oleksandr Syrski a 60 ans. C'est-à-dire que c'est un homme qui a été formé à l'école militaire de l'Union soviétique, ce qui fait qu'il y a une histoire, une culture différente, des pratiques différentes, alors que beaucoup des jeunes officiers de haut rang qui sont en train de monter dans l'armée ukrainienne sont des soldats qui n'ont jamais connu l'époque soviétique et qui ont été formés à leur métier à partir de 2014, dès le moment où l'armée ukrainienne s'est tournée vers le modèle occidental et notamment vers le modèle de l'OTAN. Alors, parler d'un boucher, c'est quelque chose qui est sans doute... Ah, nous avons un petit problème technique avec Stéphane Sion. Parce que c'est lui qui a mené la défense de... Je disais à l'instant que c'est Oleksandr Syrski qui a mené la défense de Kiev en 2022, donc qui a réussi à repousser les Russes de la région de Kiev. C'est également lui qui a mené la contre-offensive de Kharkiv à l'automne de 2022. Donc tout ça est à son crédit. Mais néanmoins, en effet, les Ukrainiens lui reprochent des pratiques qui sont datées et notamment une tendance à se reposer principalement sur les bataillons d'assaut et sur les fantassins, alors que la guerre est en train de muter de manière extrêmement rapide avec cette dronisation dont je parlais il y a quelques minutes. Et justement, Mikhailo Fedorov, c'est une autre pratique. Et le remplaçant de Oleksandr Syrski, Mikhailo Drapati, âgé de 43 ans, est vraiment un représentant de cette nouvelle génération d'officiers qui, eux, ont accepté que l'armée devait se réformer et qu'on devait aller vers une technologisation avancée de la guerre, une guerre asymétrique, selon eux, le seul moyen de vaincre l'armée russe. Alors voyons voir comment en Russie on suit ces remaniements, ces changements avec vous, Jean-Didier Revoin. Le Parisien a eu cette une, il nous hait. Alors qui nous hait? C'est le nouveau chef d'état-major Mikhailo Drapati. C'est effectivement le cas. Il inquiète ou pas? Écoutez, il inquiète dans la mesure où, pour beaucoup comme l'a vendu Vladimir Poutine, c'est une guerre fratricide. Il faut essayer de ménager l'allié, les frères ukrainiens, malgré la situation tendue qu'on connaît aujourd'hui. Et la nomination de ce général qui n'aime pas les Russes pousse en fait les blogueurs militaires à s'interroger sur la nécessité de continuer à ménager le peuple ukrainien, malgré la multiplication des bombardements sur les infrastructures civiles ukrainiennes. Eh bien, ça incite une partie de la population et des blogueurs spécialisés dans le domaine de la défense à militer pour que la Russie fasse un effort supplémentaire, aille plus loin, intensifie ses frappes, intensifie son combat contre l'Ukraine pour éviter d'être pris en revers si ça devait être le cas. Ulrich Bouna, est-ce que ça fragilise la stratégie militaire ukrainienne, ces changements? Est-ce que ça fragilise Volodymyr Zelensky aussi? Alors je pense que ça fragilise quand même un petit peu Volodymyr Zelensky, le fait d'avoir des manifestations en temps de guerre, le fait de le voir en quelque sorte obligé de rétro-pédaler en changeant son chef d'état-major. Il faudra voir aussi dans quelle mesure M. Fedorov revient au gouvernement sur le même poste ou un autre. Oui, parce qu'il continue, lui il veut revenir. Effectivement, il veut revenir sur le poste, surtout qu'il occupait le ministre de la Défense. Donc effectivement, si jamais il revenait sur ce poste-là, ce serait quand même un désaveu assez cinglant pour Volodymyr Zelensky. Mais en même temps aussi une reconnaissance que malgré tout, Volodymyr Zelensky est capable d'entendre ce que lui dit le peuple quasiment en bas de ses fenêtres. Donc ça, c'est une première chose. Après, d'un point de vue militaire, ça ne va pas véritablement déstabiliser les choses. Déjà parce que, en fait, finalement, toute cette dronisation s'est faite parfois un peu envers une partie de l'état-major, notamment le général Syrski, mais elle s'est faite, elle continuera à se faire. Les choses qui ont été mises en place par notamment messieurs Fedorov et le général Drapati vont continuer à se faire. Donc il n'y a pas d'inquiétude de ce point de vue-là. En revanche, même si effectivement le général Drapati est extrêmement populaire, il a toujours face à lui les mêmes problématiques qu'avait le général Syrski, à savoir améliorer la capacité de mobilisation en Ukraine, améliorer le taux de remplissage des troupes sur le front, etc. Donc il y a encore beaucoup de sujets, mais effectivement la population et les militaires d'ailleurs, qui sont largement en faveur du général Drapati, estime que c'est sans doute le meilleur candidat pour traiter ces problèmes. Stéphane Sion, est-ce que Volodymyr Zelensky est fragilisé ou pas ? À court terme, je ne crois pas qu'il soit fragilisé. Vous savez, sa cote de popularité est encore à 59%. Il y a pas mal de chefs d'État occidentaux qui rêveraient d'avoir un tel taux de popularité. Mais il faut comprendre que celle de Mikhailo Fedorov est passée en une semaine de 35% à 65%. Et désormais, Volodymyr Zelensky est seulement le 4e personnage public ukrainien auquel font confiance les Ukrainiens. Alors la situation n'est pas catastrophique, mais par contre, Volodymyr Zelensky a fait une grosse erreur politique en écoutant son hubris. On peut dire qu'il s'est créé un concurrent
pour l'après-guerre. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y aura pas d'élection en Ukraine tant que la guerre durera. Il y a souvent des spéculations à ce sujet qui remontent, mais il y a un consensus, à peu près 2/3 de la population en Ukraine ne souhaite pas d'élection en temps de guerre. Donc en fait, tout le monde souhaite que Zelensky reste au pouvoir tant que la guerre durera. Par contre, dès le moment où la guerre s'arrêtera, ça deviendra beaucoup plus compliqué pour Volodymyr Zelensky parce que la population lui demandera des comptes et il y aura des envies de visages nouveaux. Et Mikhailo Fedorov fait très clairement partie de ces visages nouveaux. On a également beaucoup parlé de Valery Zaloujny, l'ancien commandant en chef de l'armée ukrainienne qui est désormais ambassadeur d'Ukraine en Grande-Bretagne. Il est toujours la personnalité préférée des Ukrainiens, mais néanmoins son étoile est un peu en train de pâlir dernièrement. Mikhailo Fedorov, c'est vraiment un homme à suivre. 35 ans, il a montré beaucoup de choses pendant 7 ans à ses différents postes ministériels. C'est l'homme qui a véritablement transformé l'Ukraine en faisant un pays digital fortement avancé. Et il a vraiment une stature de chef d'État. C'est un homme avec qui il faudra compter. Mais pour l'instant, Volodymyr Zelensky n'a sans doute pas de souci à se faire à court terme, à moyen terme. Alors ces drones, effectivement, sont très efficaces et il y a eu ce changement de stratégie de Kiev avec des cibles civiles, entre guillemets, puisque effectivement il y a les stations de carburant qui sont de plus en plus à sec. Et il y a aussi cette Amazon russe, on en a parlé dans 64 minutes, ces centres de logistique Wildberries qui sont attaqués et ça inquiète la population russe. Écoutez. Expliquez-moi quand est-ce que ce cauchemar prendra fin? Quand est-ce que notre gouvernement arrêtera de jouer à un jeu? Ce ne sont pas juste mes biens qui brûlent là-bas. Ce sont les biens de centaines de milliers de petits entrepreneurs. Des millions, des milliards de roubles sont en train de brûler là-bas. Vous comprenez ? Et nous partons donc en Russie, à Moscou, rejoindre Jean-Didier Revoin. Vous le sentez, vous, cette inquiétude des Russes, le fait que la guerre, maintenant, elle est réelle pour eux ? Alors écoutez, à Moscou, c'est difficile dans la mesure où la capitale est quand même très protégée. Il y a eu des problèmes d'approvisionnement en carburant qui en sont maintenant résolus. Il n'y a plus véritablement de fil devant les différentes stations-service de la capitale. Mais effectivement, la situation est quand même plus préoccupante en région, d'autant plus que les sites qui ont été frappés sont à plusieurs centaines de kilomètres de Moscou, dans des régions où la population ne pensait pas pouvoir être ciblée, dans la mesure où justement ce sont des entrepôts de stockage de produits que les Russes commandent très abondamment via Internet. Et effectivement, ils ont pris conscience du fait qu'ils ne sont plus, disons, intouchables, s'ils pouvaient le penser, en étant à des milliers de kilomètres du front. Mais vous avez montré les réactions de gens qui attendent que tout cela cesse. Effectivement, c'est compliqué pour les entrepreneurs qui vivent de ce commerce de biens. Ça leur porte un coup sérieux. Plusieurs d'entre eux vont faire faillite. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui s'impatientent et qui disent mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on puisse nous toucher alors qu'on soit bombardé, visé et que des employés meurent dans ces entrepôts? C'est une chose, mais ils s'inquiètent de la faiblesse de la réponse russe. Ils s'attendent à voir une armée russe forte frapper d'autant plus massivement et directement l'Ukraine, ce qui ne se passe pas pour l'instant, ce qui est aussi une source d'agacement dans la mesure où ces attaques, cette nouvelle stratégie ukrainienne qui est visiblement qui a pour but d'essayer de montrer aux Russes qu'ils ne sont plus en sécurité nulle part, provoque une sorte de réaction qui les pousse à vouloir aller plus loin, plus fort et en finir plus rapidement avec ce conflit. Et Jean-Didier, juste une question sur cette mobilisation à venir. Volodymyr Zelensky assure qu'elle va être lancée. On en parle, il y a des rumeurs. Comment ça se passe ? Alors écoutez, il y a des rumeurs depuis une année et demie que sur une potentielle mobilisation partielle, générale. Depuis quelques semaines, effectivement, on en parle de plus en plus, d'autant plus qu'il y a les élections de la Douma, du Parlement, qui auront lieu au mois de septembre. Des rumeurs insistantes font état d'une nouvelle vague de mobilisation après ces élections, une fois que les nouveaux parlementaires seront élus, et on compte notamment, le pouvoir et le parti Russie Unie comptent notamment sur l'élection d'anciens combattants de l'armée russe qui ont combattu dans le Donbass et en Ukraine. Ce sont pour l'instant des rumeurs, elles s'intensifient effectivement, mais personne ne peut savoir ce qui va exactement se passer, ni quand cette mobilisation aura lieu, si elle doit avoir lieu. Alors les négociations pour l'instant, elles sont au point mort, mais Stéphane Suant, Volodymyr Zelensky, il va être reçu mardi par Donald Trump. Il arrive en position de force ou pas? Parce que là, on voit qu'une
une influenceuse conservatrice américaine, un MAGA, Laura Loomer, l'a rencontré, Volodymyr Zelensky. Elle était totalement contre l'Ukraine et maintenant c'est presque l'amour fou. Ça peut fonctionner ? On peut dire que Laura Loomer a reçu le tapis rouge à Kiev pour une influenceuse MAGA américaine. Elle a été reçue par les grands officiels du gouvernement, par le vice-ministre des Affaires étrangères, par des conseillers de Volodymyr Zelensky. Elle a eu une rencontre avec Volodymyr Zelensky. Elle a même mangé un hamburger dans le McDonald's du quartier détruit de Lukianivka. Non, on sent qu'il y a une véritable opération de charme qui est lancée par le pouvoir de la rue Bankova à Kiev envers les Américains. Volodymyr Zelensky a un talent assez particulier pour sélectionner ses interlocuteurs au niveau de la presse, au niveau des influenceurs, pour envoyer des messages à certains moments précis. Et là, on sent qu'il est en train d'essayer de faire revenir les Américains de son côté. C'est pas forcément facile, hein. Il y a la guerre en Iran qui se poursuit. Mais en tout cas, on comprend que la relation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky s'est clairement améliorée ces derniers mois. On n'en est plus à la situation de la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska, ce fameux esprit d'Alaska que rappellent souvent les dirigeants du Kremlin. Donc oui, clairement, Volodymyr Zelensky est en train d'essayer de faire venir l'exécutif américain vers de bonnes dispositions, mais cela ne veut en aucun cas rien dire quant à la possibilité de reprise des négociations. Oui, Ulrich Bouna, justement, sur ces négociations, cette rencontre à venir. Bon, je pense qu'il ne faut pas en attendre grand-chose. Effectivement, il est vrai que Donald Trump s'est un petit peu recentré par rapport au tropisme pro-russe qu'il pouvait avoir, ne fût-ce qu'à Anchorage l'an dernier. Parce que les Ukrainiens aussi, justement, avec leur frappe en profondeur, ont réussi à montrer à Donald Trump qu'ils étaient capables de résister, d'infliger des coups aux Russes, qu'ils avaient quelques cartes en main, contrairement à ce que disait Donald Trump il y a un an et demi. Voilà, exactement. Après, il n'en demeure pas moins vrai que les Américains ne fournissent toujours plus aucune aide militaire directe à l'Ukraine, ne fournissent plus d'aide financière directe à l'Ukraine. C'est ce qu'a reproché Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui a rencontré Marco Rubio. Dans le cadre, en marge du sommet de l'ASEAN. Tout à fait, effectivement. Pour les Russes, toute aide militaire qui est fournie aux Ukrainiens, ça leur pose un véritable problème. Mais la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, en fait, l'aide militaire américaine qui est fournie à l'Ukraine, elle est payée par les Européens, par un mécanisme de l'OTAN. Et donc, la seule chose que les Américains transmettent directement, c'est du renseignement. Ça a une valeur énorme. Mais en revanche, effectivement, pour l'instant, et je ne pense pas que Donald Trump, quand même il verrait mardi Volodymyr Zelensky, en fait, changera de point de vue par rapport à ça. Vous l'avez dit, il est englué en Iran et pour l'instant, ça reste un sujet un peu annexe, cette guerre en Ukraine. Jean-Didier Revoin, justement, est-ce qu'il y a une inquiétude par rapport à cette rencontre ? Comment vous percevez cette déclaration de Sergueï Lavrov ? C'est quand même le ministère russe des Affaires étrangères qui a montré ces images, ces photographies. Oui, effectivement. Mais si vous voulez, ça veut bien dire que pour l'instant, les Russes restent droits dans leurs bottes, fermes sur leur position. Ce qu'ils veulent, c'est une solution négociée à long terme, qui prenne en compte la défense des intérêts de ce que la Russie considère relever de son intérêt national. Et donc, ils vont continuer à attaquer. On voit que les changements politiques en Ukraine, la nouvelle stratégie d'attaque de drones sur le territoire russe n'a pas fait évoluer la politique des forces armées russes qui continuent à grignoter du terrain petit à petit. Et dans ces conditions, il est évident que les deux hommes qui se sont parlé, Sergueï Lavrov ne peut que condamner le fait que des pays occidentaux, ce qu'il appelle lui l'Occident collectif, continuent de fournir des armes à l'Ukraine, que ce soit directement par les États-Unis ou par un mécanisme qui transite par l'OTAN. Le résultat est le même, c'est que les armes continuent à arriver en Ukraine. Et pour Moscou, c'est l'Occident qui alimente le conflit en continuant à livrer des armes à l'Ukraine, car le Kremlin estime que si l'Ukraine ne bénéficiait pas de l'aide financière et militaire des Occidentaux, la guerre serait terminée depuis longtemps. Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat. On voit que beaucoup de questions restent ouvertes et beaucoup de positions restent bloquées aussi. Effectivement, a priori, rien à attendre de cette rencontre mardi. On va la suivre dans 64 minutes. Merci encore.